Merci à Madame Sim pour sa très brillante présentation que je vais vous prier d'applaudir. Euh, Vraiment, vous avez déjà des félicitations. On peut voir Monsieur Amadou Aïdaou qui réagit. Il dit vraiment très excellente présentation. C'est une présentation qui arrive vraiment à point nommé parce qu'après une année de CAMSIS, il fallait quand même faire un point. Et de votre présentation, nous apprenons que le système est quand même bien maîtrisé pour ce qui est des trois modules déjà développés jusqu'à présent. Et nous espérons, ce n'est qu'une affaire de temps, nous espérons qu'avec le temps, les opérateurs économiques réussiront à prendre la main et pourront pour déjà les trois modules dédouanement, fret et recouvrement, qu'ils pourront être en mesure de bien performer dans ces différents modules. Nous avons retenu aussi qu'il y a quand même pas mal de limites. Il y a pas mal de limites pour lesquelles les opérateurs doivent faire des efforts. Il y a encore pas mal d'incompréhension. Il y a encore une maîtrise approximative de pas mal d'aspects. Il y a des précisions qu'il faut apporter. Par exemple, vous avez parlé de l'utilisation du périphérique, soit de l'ordinateur ou du téléphone. Les gens doivent être très prudents lorsqu'ils s'ils vont se connecter, par exemple, dans un cybercafé et qu'en sortant de là, ils ont oublié de déconnecter leurs accès, n'importe qui peut entrer dans leur session et faire n'importe quoi. Donc, quand on s'engage dans cet environnement dématérialisé avec un système qui est entièrement développé par le Cameroun, avec un partenariat coréen, il est bon qu'on soit assez prudent pour éviter des intrusions, parce que c'est comme ça qu'on voit ça sur le plan des menaces cybernétiques. Donc, sur le plan de la sécurisation, il est bon véritablement que les parties prenantes essayent de travailler pour maîtriser le système. Donc, la présentation, elle est disponible, donc vous les recevrez, elles seront postées sur le site web du CNCC et vous recevrez donc les liens pour y accéder. Pour ceux qui sont inscrits seulement, donc tout sera publié dès demain. Je voudrais rappeler ici qu'il y a une traduction simultanée qui est disponible en français et en anglais. Donc, il vous suffira tout simplement de cliquer sur le logo interprétation et de choisir la langue dans laquelle vous vous sentez le plus à l'aise et vous pourrez suivre la session. Nous recommandons, comme déjà depuis le début, que les uns et les autres qui sont connectés puissent avoir des casques, surtout quand ils sont dans un environnement où il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs personnes. Donc, pour éviter des interférences, il est bon d'utiliser un casque. Alors, nous allons donc prendre quelques questions. Il y a quelques questions là qui sont posées. Déjà, il y a, je vois ici, Monsieur Francis Kimiki, je ne sais pas si c'est son nom. Il demande à combien s'élèvent les pénalités de retard, les intérêts de retard, autant pour moi. OK. Oui, bien sûr. OK. Merci, Monsieur Francis, pour la question posée. OK. Donc, je vais vous donner le taux, mais pour plus de précision, je vous renverrai aux dispositions des lois des finances de 2017 et 2018. Donc, la pénalité de retard, le taux de la pénalité de retard est de 1,5% et le taux de l'intérêt de retard est également de 1,5%. Donc, oui, par mois de retard naturellement. Donc, au fur et à mesure que les mois avancent, la pénalité va se rajouter. Donc, je vais vous donner la disposition euh, plus, euh, plus précisément. Donc, pour la pénalité de retard, je vous renvoie à la loi des finances pour l'exercice 2017, article 2e, point 6. Donc, vous allez voir que c'est précisément écrit là. Et pour l'intérêt de retard, au niveau de la LF de 2018, article 2e également, alinéa 9 cette fois-là. Donc, le taux est toujours de 1,5%. 1,5% et vous pourriez avoir le détail. Donc, si vous avez besoin d'un détail supplémentaire, vous pouvez reposer la question. Mais le texte est assez explicite. Donc, je ne vais pas
peut-être, si vous me permettez de lire le texte pour que vous puissiez comprendre plus correctement. Donc, concernant la pénalité de retard plus précisément, le texte dit: les redevables bénéficiaires des facilités douanières, entre parenthèses, enlèvement direct, moratoire, crédit de droits et taxes, crédit d'enlèvement et des régimes douaniers dérogatoires ayant permis l'enlèvement conditionnel de la marchandise des bureaux de douane qui n'ont pas régularisé leur situation dans les délais accordés en application, en s'acquittant pas spontanément de leur dette à la date exigible, sont, outre les sanctions administratives éventuelles, telles que la suspension de leurs activités, sanctionnées par une pénalité de retard au taux de 1,5 francs par mois de retard, sans excéder 50% du montant des droits et taxes naturellement. Donc, cette disposition-là est assez explicite, elle est détaillée, elle est explicite et détaillée, donc vous pouvez la consulter avec les références que je vous ai données. D'accord, merci Madame Simé. On va prendre encore quelques-unes. Il y a pas mal de questions là. Alors, il y a Madame Louise Cuisse-Twenkam qui pose cette question. Est-il possible, s'il vous plaît, d'inclure le champ téléchargement de la déclaration dans CAM6 pour faciliter les envois des déclarations à nos différents clients? En effet, le plus souvent, il faut imprimer les déclarations qui sont généralement sur plusieurs pages et il faut scanner toutes les pages pour envoyer au client, chose un peu pénible pour nos transitaires. Le champ, je n'ai pas très Le bien champ compris. téléchargement de la déclaration dans CAM6. Téléchargement de la déclaration. Oui. Ça veut dire quoi, en modèle PDF ou je ne sais pas trop quoi? Bon, on va revenir à la dame tout à l'heure. Si on a un peu du temps, on lui passera la parole à Madame Cuisseux pour qu'elle puisse... Bon, on peut rester sur le problème de la dame, peut-être pour que je puisse mieux comprendre. Parce que lorsque votre client a besoin d'une copie de la déclaration, vous pouvez la lui envoyer. Il faut déjà peut-être que je donne une précision par rapport à cet élément. Il faut dire qu'en général, les clients reposent sur leur CDA, mais le client également peut s'inscrire sur CAM6 en tant que bénéficiaire, pas pour faire les déclarations, mais pour pouvoir au moins consulter ses déclarations, ses BL et même ses cautions, etc. Donc, ce que je voulais dire, c'est que au-delà d'imprimer la déclaration pour la renvoyer au client, vous pourriez demander à un client qui a des opérations régulières de s'inscrire sur CAM6 comme vous l'avez fait vous CDA, mais avec plutôt le code d'activité plutôt que CDA bénéficiaire. Là, à partir moi, opérateur, je peux me connecter sur CAM6 en tant qu'importateur et je peux suivre mes opérations concomitamment avec le CDA. Donc, en attendant, peut-être qu'il y ait un paramétrage supplémentaire. Je ne pense pas qu'il y ait un paramétrage supplémentaire, mais vous avez accès à la déclaration. Vous pouvez soit l'imprimer et l'envoyer à votre client, soit, si le client veut, il se connecte directement à l'application en s'inscrivant comme vous et en choisissant le code d'activité bénéficiaire et il pourra voir directement sur l'interface toutes ces déclarations ou l'imprimer s'il le veut bien. Merci. Ok, merci. Nous allons prendre d'autres préoccupations. Elles sont vraiment nombreuses. On va commencer par laquelle. Alors, si vous faites le système CAM6 n'a pas intégré le code additionnel pour les produits électrons agricoles, c'est une question. Donc, c'est monsieur ou madame Nouvena. Est-ce que le système CAM6 n'a pas intégré le code additionnel pour les produits électrons agricoles? Ok, merci pour la question. Donc, je vais revenir à la présentation. Sur cette partie, j'ai vu 2 ou 3 questions concernant précisément les intrants agricoles. Disons que pour le CAM6 ne prévoit pas ce qui n'est pas réglementairement prévu. Donc, en réalité, CAM6 suit la réglementation et non pas l'inverse. Tout ce qui est prévu comme abattement, comme exonération dans les textes, que ce soit dans la LF ou dans tout autre texte applicable, a été prévu par CAM6.
Pour les intrants agricoles, on a par exemple la loi des finances, notamment l'annexe parlant de la TVA, qui donne assez d'éléments d'exonération de TVA sur les intrants agricoles. Donc, si c'est concernant la TVA sur les intrants agricoles, ces éléments-là ont déjà été prévus et je crois que nombreux sont les opérateurs qui utilisent le code additionnel TV0 pour cette exonération de TVA-là. Tous les produits, tout ce qui est prévu par la loi en termes d'exonération, d'abattement, de valeur transactionnelle, etc., a été pris en compte en termes de facilité de code additionnel dans le système. Maintenant, si une facilité n'est pas prévue, je ne pense pas que CAMSIS puisse inventer la facilité en question. CAMSIS répercute la facilité prévue par la réglementation. Donc, s'il y a une facilité concernant une exonération de droits sur les intrants agricoles dans la loi des finances pour l'exercice 2021, il y a les charrues, les motoculteurs, les machines et appareils pour la récolte, les machines pour l'agriculture, dont les positions tarifaires sont nommément désignées. Donc, il ne s'agit pas d'extrapoler et de se dire non, je fais l'agriculture, j'ai telle chose ou telle autre chose. Les codes SH, les positions tarifaires de ces marchandises exonérées de droits et taxes à l'importation pour l'agriculture sont nommément désignées et reprises de façon exhaustive par la loi des finances pour l'exercice 2021. Maintenant, s'il y a un texte autre que la loi des finances 2021 qui exonère quelques intrants que ce soit d'agriculture, des droits et taxes à l'importation, il reste entendu que la division de l'informatique, la direction générale des douanes, a tout prévu pour pouvoir faire acte de cette exonération-là. Donc, pour l'instant, la nouvelle facilité qui a été introduite par la LF de 2021, c'est l'exonération des droits et taxes de douane à l'importation de certains facteurs de production, notamment concernant l'agriculture, certaines machines, les charrues, les motoculteurs, certaines machines et engins agricoles ou horticoles. Ces positions tarifaires sont nommément désignées par la loi des finances. Donc, chaque fois que vous importez des matériaux, des matériels qui sont classés à ces positions tarifaires-là, vous êtes en droit de réclamer l'application de la facilité prévue par la loi des finances 2021 à cet effet. Merci. Okay, another question. This question is from Madam Ashu from Asham. She is trying to find out why did the Customs Department find it necessary to introduce demurrage costs as part of the imposable value in the Finance Law 2019. If this move is not practiced by other neighboring countries, so why did the Customs Department find necessary to introduce demurrage costs as part of the imposable value in Customs Finance Law of 2019? Quelle taxe? C'est quelle taxe? Parle de charges sur les tarifs. Non, ça c'est la douane. Oh, ok. Merci pour la question, madame. Les surextaries, je crois quand même être l'une des personnes en charge de la taxation sur CAMSIS et je ne pense pas qu'il y ait une taxe qui s'appelle surextarie sur CAMSIS. Ce n'est pas une taxe qui est prise en charge au niveau de la déclaration. D'autant plus que les surextaries peuvent se liquider même après la déclaration. Il y a des gens qui valident leur déclaration, la liquident, la payent même, mais la marchandise est toujours stationnée au niveau du terminal à conteneur. Donc, on ne pourrait pas, ce n'est pas un élément qu'on pourrait gérer au niveau de la déclaration. Donc, ce n'est pas les surextaries. Si c'est bien de cette taxe qu'elle parle, non. C'est le PAD, les accognés, etc. qui s'en chargent. Nous ne gérons pas les surextaries. She's talking of Finance Law 2019. La loi des finances 2021 qui prévoit les surextaries. No, there are some costs relating to demurrage. Anyway, we are just starting a discussion here. So if there is any question, we can deepen the reflection later. If she can be more precise about the tax and where it takes its legal basis. The ground. Okay. Yes, So if she is online, she will let us know if she can come on board and try to clarify better what she was trying to express. So there's another question here from
serait court. Et c'est pas là qui est possible pour un importateur qui n'est pas agriculteur de bénéficier des avantages de la loi des finances. Est-ce possible pour un importateur qui ne pense pas que ça a à voir avec le sujet? On va répondre à cette question dans la prochaine présentation pour ne pas trop empiéter sur la prochaine présentation. Voilà, c'est l'objet même de la prochaine présentation. Voilà. On va répondre à la question quand on sursoit juste. D'accord. Donc, il y a deux personnes qui demandent à prendre la parole. Est-ce que monsieur Diallo vous donne la parole si vous êtes disponible? Vous pouvez prendre la parole hein, si vous êtes, si vous arrivez là. Okay. I asked a question on the Suresh Tariq because in the finance law of 2019. 2019. Yes, I'm trying to get a copy, but since I am not getting that copy now, I should have given you the article reference now. The valeur imposable en douane. The valeur imposable en douane. Go ahead. Now, it says that the valeur imposable will include the cost of demurrage of the vessel, that will bring product. And in the lettre circulaire of custom, they make an explanation that should the importer have information of any elements that may cause delay of this vessel while in Cameroon territory, those demurrage will be included in the valeur imposable. So you know the valeur imposable is valeur for? Yes. Valeur fret et assurance locale. Yes, but now from 2019, the Customs Administration added surestari and imposed that condition that should the importer be aware of conditions or elements that may delay a vessel while in Cameroon, that extra demurrage cost from the amateur will be added to the cargo value, value imposable. So that's exactly the question. To open the finance law, you said 2019, right? That's correct. Okay, 2019. You said the disposition was what article? So 2019. Are you not finding a provision of the finance law? Yes, I'm trying to look for the provision of the finance law. If I miss it, that should be in 2018. I just opened the finance law for 2019, and I'm not saying that disposition, but what I can say is that what we are talking about is about the value, and you know the value is not pre-parametrated into the system. You are the one with the bureau and the SGS and so on to evaluate, to give a value to the good, and you must consider valeur for freight, assurance, and all the other charges who grave the goods till Cameroon. So that's something that we cannot parametrate ourselves. The only value that can be parametered is the one we call mercurial, because there is a minimum. They will say that maybe for iron or for something else is 200 the kilogram. That one can be done into the system immediately by us. But for a value, I cannot parametrate a value into the system because I don't know the value of your good. So if the finance law says you have to add those restari to the cost of your good, to the value of your good, you must add it while declaring.
Okay, Understood. I hope it's clear. So there is another raised hand here. Yes. From, I asked a second question which was not read. Can I take advantage to ask it here? He has another question. okay. Yes. Go ahead quickly. Yes. In CAMSIS, there are 3 modes of transport that are recognized in CAMSIS. By road transport, terrestrial, by maritime, and by air transport. Why is CAMSIS not recognizing pipeline as a mode of transport? Let me say, we might discuss about the pipeline later, because as from now, the only pipeline we have in Cameroon is the pipeline with that the company Codco is dealing with, and that's the pipeline Chad Cameroon. So that's the only pipeline we have as from now. So we have been dealing with specifically with the pipeline Chad Cameroon in a certain way. But if there are more pipeline, it's something that can be done into the system. If there are more pipeline in Cameroon, they might consider it as being a mode de transport. But as from now, the only pipeline we have to deal with is the pipeline Chad Cameroon. And we already have a convention with Codco, with whom we are dealing with that proper pipeline. So that's it. Okay. Thank you. You're welcome. Thank you. Is Mr. Tala connected? Because he asked the floor. If Mr. Tala is connected, then we can give him the floor. Mr. Tala, are you connected? We'll give you the floor. Monsieur Tala, si vous êtes connecté, nous vous Oui, je passons... suis là. Voilà, OK. Voilà. D'accord. Merci. D'accord, je remercie beaucoup pour la brillante présentation. Merci beaucoup. Pour la question que j'avais, the speaker for the brilliant presentation. La question que j'avais la suivante. Au regard donc My des question was as avantages follows. Given the advantages, la loi des finances 2011, rapport avec given the advantages presented by the est-ce possible pour un importateur 2021 finance law concerning the import of agricultural inputs, is it possible for an importer who is not an agriculturalist to benefit from the exonerations provided for agriculturalists in the 2021 finance law? OK. Donc, on avait dit qu'on répondrait à cette question à la prochaine présentation, mais je crois que je vais devoir y répondre là tout de suite. Answer this question during the next presentation, but given that it's coming back, we're going to answer it immediately. Le texte de la circulaire que je suis en train d'ouvrir détaille précisément qui a droit à quoi. Pour les mesures relatives à l'agriculture, l'élevage et la pêche, précisément, il n'y a pas de limitation sur le destinataire. Parce que lorsque vous importez une charrue, que ce soit Sorepco qui importe la charrue ou Madame Simo qui importe la charrue, ça ne va pas être destiné à autre chose qu'à l'agriculture, par exemple. Il y a un souci dans la distinction du destinataire lorsque l'élément peut servir à autre chose, par exemple. Par exemple, je prends un exemple, Monsieur Tala. Monsieur Tala, vous achetez une machette. Moi, Madame Simo, j'achète une machette pour mettre sous le lit, pour me protéger du bandit. Ça ne sert pas forcément à l'agriculture. Donc, lorsqu'on dit, par exemple, que les machettes de telle position tarifaire sont exonérées de TVA, bon, quand M. Tala vient acheter une machette, il n'est pas agriculteur, donc je ne vais pas l'exonérer de TVA parce que les seules machettes exonérées de TVA sont celles destinées à l'agriculture. Par contre, si une société agricole vient acheter les machettes, si une société agricole achète des machettes, on se dira oui, c'est destiné à l'agriculture. Mais les dispositions prévues à la loi des finances 2021, notamment pour le cas de l'agriculture, sont des dispositions qui sont assez précises et assez exhaustives. Ça signifie quoi? Vous ne pouvez pas faire autre chose avec une charrue, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une charrue à part l'agriculture? C'est pourquoi la loi des finances n'a pas discriminé
selon que vous soyez un agriculteur de profession ou alors un simple individu. De toutes les façons, la charrue vous servira à faire de l'agriculture. Donc, la position tarifaire des charrues, dès lors que vous importez une charrue de cette position tarifaire-là, vous êtes bel et bien éligible à pouvoir bénéficier de cette facilité. Les motoculteurs, les tracteurs agricoles, qu'est-ce que vous allez faire avec un tracteur agricole si ce n'est pas l'agriculture? Vous ne pouvez pas conduire comme votre véhicule de tourisme en ville. Donc, la loi des finances n'a pas fait de précision sur cette question, simplement parce que c'est assez clair. Les charrues, les motoculteurs, les tracteurs agricoles et toutes les autres machines qui sont nommément désignées avec leur position tarifaire ne peuvent servir à autre chose que l'agriculture ou l'élevage ou la pêche, le cas échéant. Merci. Voilà. Merci, Madame Sime, pour votre réponse. Donc là, il faut que nous puissions avancer. Nous allons prendre une dernière prise de parole. Je crois voir, c'est Monsieur Antoine Takoudjou. Nous allons lui passer la parole. Monsieur Antoine Takoudjou. Oui, je voulais juste savoir, madame, ce que CAMSIS a prévu comme procédure pour l'importation des logiciels informatiques en téléchargement. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. Je ne parlerai pas directement de CAMSIS. Je nous ramène à la loi des finances pour l'exercice 2019 que j'essaye d'ouvrir là. OK, voilà, j'y suis, 2018. Un moment, j'ouvre la disposition pour que vous puissiez mieux comprendre l'explication que nous pourrions en donner, qui peut ne pas être exhaustive, mais qui sera déjà un premier élément. Donc, j'y arrive. Voilà. J'y arrive. Les logiciels, il s'agit bien de l'article 6e alinéa, donc le petit C. Les logiciels acquis par voie de téléchargement qui relèvent de la position tarifaire 85-25-80, classés à la 3e catégorie du TEC, doivent faire l'objet d'une déclaration en détail suivant les modalités précisées par des textes particuliers. En l'état actuel, mis à part la circulaire de cette loi des finances, il n'y a pas un texte particulier qui donne le détail du mode de déclaration en détail du logiciel acquis par voie de téléchargement. Par contre, l'ensemble des opérateurs qui acquièrent ce type de matériel se rapprochent de nous et nous leur donnons les modalités qui sont effectuées actuellement pour le dédouanement des logiciels acquis par voie de téléchargement, notamment MTN, Orange et autres. Donc, la loi des finances 2018 a prévu déjà le taux de TEC qui est de 20%, la position tarifaire à laquelle la marchandise est placée. Vous le verrez dans le codex H qui est téléchargé sur CAMSIS et vous le verrez également dans la LF pour l'exercice 2018 à l'article 2e alinéa C. Donc, pour l'instant, le texte particulier dont parle la LF n'est pas disponible, mais des modalités spéciales ont été prévues et l'ensemble des personnes qui importent ce type de matériel assez délicat, ce type de logiciel assez délicat, se rapproche de la Direction générale des douanes pour les modalités de liquidation de la déclaration en détail. Merci. Voilà. Merci infiniment, Madame Sime. Je crois qu'après cette très longue session de questions-réponses, nous arrivons au terme de votre présentation qui a été très riche et qui mérite encore d'être saluée. Donc, je vais ici avec les participants exprimer déjà toute l'appréciation du CNCC et prier ceux qui peuvent de continuer d'acclamer pour Madame Sime, qui, je crois, ce n'est pas la première fois qu'elle est avec nous. Donc, c'est justement pour son dynamisme, pour sa pertinence.
Donc, Madame Simeux, nous espérons que nous pourrons vous avoir aux prochaines invitations du CNCC. À cela, je suis sûr, je vois des questions qui continuent d'arriver. Définitivement, si nous n'arrêtons pas, nous y passerons la journée, tenant en compte que nous avons déjà perdu plus d'une heure au début pour des contraintes toujours pas dépendantes de notre volonté. Donc là, nous allons devoir avancer. Dans le programme, nous avons donc la présentation qui va suivre, qui devait être la première, c'est la présentation du secteur des douanes de l'informatique, du littoral, pardon, autant pour moi, qui sera présenté par M. Yaka. Donc, il va porter sur les innovations dans les procédures douanières depuis la mise en œuvre, depuis la mise en application de la nouvelle loi des finances. Donc, vous voyez que là, nous sommes en plein depuis dans les innovations de la loi des finances parce que c'est très déterminant pour les activités que nous menons au quotidien. Donc, en attendant la finalisation des réglages, nous allons prendre une autre des questions que je trouve un peu pertinente. Là, on va repartir à l'informatique, hein. Est-il possible d'intégrer l'impression du listing des DAU sur une période et annuler ainsi le remplissage de nos vieux sommiers? Ok, merci pour la question. Ce point précisément a été débattu de long en large avec les syndicats de CDA et compagnie, et les listings qui sont fournis par l'administration sont ceux qui font foi. C'est pourquoi cet élément-là n'a pas été rendu disponible sur le portail externe. Donc, chaque fois que l'opérateur voudra avoir un listing exhaustif de ces opérations, il devra se rapprocher de la Direction générale des douanes pour pouvoir obtenir les dites extractions. Voilà, merci à Madame Simeux pour ces clarifications. Nous avions Monsieur Diallo. Est-ce qu'il est encore en ligne? Nous allons voir si Monsieur Diallo est encore en ligne. Il avait émis le besoin de prendre la parole précédemment. Donc, Monsieur Diallo, si vous êtes là, nous vous passons la parole. Merci, Monsieur le responsable du CNCC, de me passer la parole. À l'occasion de ce webinaire de sensibilisation interentreprise dont nous louons l'initiative. Malgré l'arrivée tardive du document à notre niveau de chaque secteur, compte tenu de son attrait naturel pour la formation, le renforcement des capacités et la pédagogie, a tenu à ce que la participation du secteur soit assurée ce jour. Et je m'appelle Théodore Yaka-Angon, je suis inspecteur principal des douanes, je suis en service à la brigade des contrôles du secteur des douanes littoral 1. Je me réjouis d'être présent parmi vous ce matin. Et le thème sur lequel je dois m'entretenir avec vous porte sur les procédures douanières depuis la mise en application de la nouvelle loi des finances. Il s'agit en fait de préciser et de divulguer les modalités d'application des dispositions douanières nouvelles de la loi des finances la loi numéro 2020-0/018 du 17 décembre 2020 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2021. Avant de nous lancer dans les développements, nous allons étudier d'abord une introduction des éléments de contexte. Vous savez que tout acte s'inscrit dans un contexte particulier qui influence plus ou moins ses implications. Et vous savez, l'année 2020 a été une année particulièrement difficile et agitée du fait de la propagation dans le monde, la pandémie de la COVID-19 qui n'a pas épargné notre pays.
Cette pandémie a fortement impacté l'économie mondiale avec la fermeture des frontières et la restriction des échanges commerciaux transfrontaliers entre États. Dès lors, les préoccupations liées à l'offre de divers produits de première nécessité, plus particulièrement alimentaires et pharmaceutiques, ont été mises en évidence avec une certaine acuité. C'est ce contexte particulier qui a guidé nos législateurs au moment de l'élaboration de la loi de finances de l'année 2021. Ainsi, les mesures douanières contenues dans ce texte normateur traduisent en priorité la volonté de promouvoir la politique de l'import-substitution à travers la mise en place d'un cadre fiscal propice au renforcement de l'offre nationale en produits de grande consommation. Elle vise en outre l'élargissement de l'assiette fiscale, l'amélioration de l'environnement des affaires et du climat social, qui traduisent l'intérêt porté sur la bonne gouvernance douanière. Elle traduisent également la définition d'une procédure douanière d'annulation des déclarations validées. Et de manière spécifique, la loi de finances 2021 consacre l'entrée en vigueur d'un accord commercial préférentiel ratifié par le Cameroun, en l'occurrence l'accord, la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, dont seront examinées successivement toutes ces mesures nouvelles qui ont été largement reprise et commentée dans la circulaire numéro 016 MINUFI DGD du 18 janvier 2021. Notre exposé va s'articuler sur 4 grands points. C'est certes déséquilibré, parce que nous allons nous appesantir plus particulièrement sur l'aspect procédural. Les autres aspects seront évoqués pour certains aspects marginalement. Le premier grand point sur lequel nous allons nous appesantir concerne les mesures relatives à la promotion de l'import-substitution. Ces mesures visent d'une part le renforcement de l'offre nationale en produits de grande consommation à travers l'exonération totale ou partielle des droits de taxes de douane en faveur de certains produits et facteurs de production, et d'autre part, l'élargissement de l'assiette fiscale par la soumission de nouvelles marchandises aux droits d'assises. Comme vous pouvez le constater, toutes ces mesures visent à réduire la proportion des importations et leur remplacement par l'encouragement à la production locale. À ce niveau, nous allons commencer par les mesures incitatives et de soutien qui découlent de l'article 5e de la loi de finances, qui vise d'une part le secteur de l'industrie pharmaceutique et d'autre part ceux de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, qui ont été évoqués par mon prédécesseur à cette tribune. Et s'agissant du secteur des mesures incitatives ou de soutien dans le secteur de l'industrie pharmaceutique, nous pouvons noter qu'en vue du renforcement de l'offre pharmaceutique nationale, certaines mesures ont été adoptées, notamment l'adoption d'un taux de droit de douane réduit de 5% et l'exonération de la TVA sur les biens d'équipement importés. Et l'exonération totale des droits et taxes de douane, bien entendu, comme elle a précisé tout à l'heure, à l'exclusion de la redevance informatique et des autres frais pour services rendus, à l'importation de médicaments et intrants industriels dont la liste prévisionnelle est fixée par un test particulier. Le deuxième secteur qui a été largement bénéficiaire des incitations, c'est le secteur de l'agriculture, de la pêche
et de l'élevage. Ainsi, dans le but d'accroître la production des biens de grande consommation par la promotion de l'agriculture de seconde génération, la construction des usines agroalimentaires et de soutien à l'élevage et à la pêche, la loi de finances 2021 prévoit l'exonération totale des droits de taxes de douane, sauf la redevance informatique, comme précédemment dit, et les autres frais pour services rendus pour certains biens d'équipement importés dont la désignation et les sous-positions tarifaires sont expressément énumérées. Donc, l'exonération va jusqu'à l'exonération de matériel et engins lourds, notamment les tracteurs agricoles, les bateaux de pêche, les navires, usines et autres équipements de grande portée. Toutes ces exonérations sont implémentées directement dans le système d'information douanier CAM6, sauf à ce qui concerne les biens susceptibles d'usages multiples pour lesquels un code additionnel est nécessaire au niveau de la division de l'informatique, la Direction générale des douanes. Une fois élaguer ces mesures de soutien à ces domaines stratégiques, le législateur a jugé utile d'élargir l'assiette fiscale. Cet élargissement également qui vise à encourager l'offre nationale de certains produits en assujettissant de nouvelles marchandises importées à un droit d'accise ad valorem dont les taux sont de 5% et 25%. Le taux réduit de 5% concerne essentiellement les griots, l'importation des griots de maïs et la mayonnaise, alors que le taux de 25% plus large s'étend ou couvre les ouvrages immobiliers en bois, les savons, les détergents, les papiers hygiéniques, certains produits alimentaires, les chewing-gums, les chocolats, les produits de boulangerie, pâtisserie, biscuiterie, l'article d'emballage en matière plastique, les tissus de fibres synthétiques, les fleurs naturelles et artificielles, les cure-dents, dont les positions et sous-positions sont expressément reprises dans le dit test, la loi de finances. Vous conviendrez avec moi que nous avons souvent honte de constater que nous importons encore ce type de produits. Donc, il est grand temps que le glas soit sonné et que ces produits puissent être fabriqués sur place. Le deuxième grand point sur lequel nous allons... Non, j'oubliais, s'agissant toujours de l'élargissement de l'assiette fiscale, que l'alinéa 3 de l'article 6e exclut du champ du droit d'accise ci-dessus ces mêmes produits lorsqu'ils sont utilisés comme intrants, comme l'a dit mon prédécesseur à cette tribune, sous réserve de l'approbation du process industriel d'utilisation de l'intrant par la division en charge de la législation. Et toutefois, l'article 2 du même article exclut de cette dérogation, même s'ils sont des matières premières, des intrants, des produits comme l'hydroquinone, la position tarifaire 29072200 et les grueux de maïs, utilisés pour la fabrication de certains produits, notamment les cosmétiques pour l'hydroquinone et les bières pour les grueux de maïs. Le deuxième grand point, un peu plus dense, sur lequel nous allons nous présenter, concerne les mesures liées à la bonne gouvernance douanière et à l'amélioration de l'environnement des affaires. Ces mesures découlent des articles 7e et 8e de la loi de finances 2021 et visent notamment les nouvelles modalités d'encadrement des contrôles après dédouanement des marchandises en grand A et l'exercice des voies de recours par le contribuable dans une deuxième partie intitulée B. A. Les modalités d'exercice des contrôles douaniers
après enlèvement de marchandises. L'article 7e vise à harmoniser et à donner un ancrage législatif à un ensemble de dispositions éparses d'origine réglementaire qui offrent plus de garanties en matière de protection des droits des contribuables dans le cadre des contrôles différés et a posteriori. Et c'est ces deux contrôles que nous allons étudier pour voir les innovations que le législateur a introduites dans leur mise en œuvre. Nous allons commencer par la mise en œuvre et l'organisation du contrôle différé. Le contrôle différé vise à s'assurer, après enlèvement de la marchandise, de l'exactitude et de l'authenticité de la déclaration en douane par le biais de vérifications approfondies sur place, c'est-à-dire au siège du secteur des douanes du ressort, notamment au niveau de la brigade des contrôles compétentes, de l'alias documentaire relative à la déclaration en détail déjà examinée et liquidée par les services de première ligne, c'est-à-dire les services de contrôle immédiat au niveau des bureaux de douane, qu'on appelle dans le jargon douanier les services de la visite. Cette modalité de contrôle exclut les descentes en entreprise à cette fin. Quel est son champ d'application? Ce contrôle s'opère sur toutes les énonciations des déclarations validées dans le secteur de compétences en lien avec toutes les pièces y jointes après main levée des marchandises. Donc, c'est-à-dire après que la déclaration a été étudiée et liquidée par les inspecteurs de première ligne. S'agissant de la période concernée par le contrôle, elle ne doit pas excéder 3 ans pour compter la date de sortie des marchandises couvertes par la déclaration en détail en cause, sauf cas de prescription trentenaire prévue par le Code des douanes de la CEMAC. Vous savez que la prescription de 3 ans peut être... La prescription peut également être trentenaire en douane dans certains cas, notamment lors de la découverte d'infractions continues. Donc, c'est qu'une infraction qui trouve son origine dans le temps et qui a continué, une infraction qui a commencé depuis et qui s'est poursuivie dans le temps. En ce qui concerne les prérogatives des contrôleurs, on peut citer entre autres le droit de communication particulier qui leur permet d'exiger la communication des informations et documents de toute nature auprès des diverses personnes indiquées par le Code des douanes et des tests particuliers propres à faciliter l'accomplissement de leur mission de contrôle. Il y a également le droit de mener des investigations sur tout domaine en relation avec les vérifications liées à la révision des déclarations en détail. Également le droit de convoquer à leur bureau les commissionnaires en douane agréés qui ont validé les déclarations, ainsi que les propriétaires des marchandises couvertes par celles-ci, le cas échéant. Ensuite, il y a le droit de procéder aux auditions en tant que de besoin et le droit de redresser la déclaration sur laquelle la fraude ou les manquements à la réglementation sont relevés. Pour y parvenir, le contrôle est organisé en 3 phases. La première phase, c'est une phase d'analyse et de ciblage. Il s'agit de passer au crible les déclarations liquidées en première ligne en exploitant les critères d'analyse de risque élaborés en interne, ainsi que les diverses sources de renseignements sur les données du commerce extérieur, notamment le fichier de la valeur, les renseignements sur la valeur et le classement tarifaire, les déclarations d'importation et ou d'exportation, les transactions financières avec l'étranger, les images scanners, les données issues d'autres déclarations pour des importations similaires, et j'en passe. Lorsque l'examen de la déclaration liquidée révèle des incohérences ou des indices
de fraude ou de violation de la réglementation. Le contrôle adresse des demandes d'information ou d'explication par voie électronique au commissionnaire en douane agréé concerné ou à son mandant, le cas échéant, qui doivent agir dans un délai maximum de 8 jours, toujours par voie électronique ou par tout autre canal indiqué, ou se présenter aux dates, heures et lieux indiqués en cas de convocation. La carence étant constatée après mise en demeure, la procédure se poursuit conformément à la réglementation en vigueur. Si les intéressés n'opèrent pas dans les 8 jours. La deuxième phase concerne la phase contradictoire ou d'échange avec le contribuable. Lorsque l'opérateur convoqué par le chef de secteur compétent, après que le chef de la brigade de contrôle lui ait soumis la déclaration ou la liste des déclarations litigieuses, se présente à la brigade des contrôles, le service lui présente ses constatations liminaires afin qu'il les justifie ou qu'il apporte des preuves complémentaires contraires à ces constatations liminaires du service. Après examen des justificatifs présentés, le service indique sa position finale à son interlocuteur et l'invite, le cas échéant, à la signature du procès verbal clôturant le contrôle. Ce qui introduit la phase de clôture proprement dite, le C. En cas de contestation, d'infraction ou de manquement à la réglementation douanière, je veux dire en cas de dès que le service a constaté une infraction ou un manquement à la réglementation douanière ou aux autres tests et lois dont l'administration des douanes est en charge d'assurer le respect, les agents en charge du contrôle procèdent dans les locaux de la brigade des contrôles à la rédaction d'un procès verbal de constat. La deuxième modalité de contrôle après enlèvement de marchandises concerne les contrôles douaniers a posteriori. Ces contrôles s'exercent aussi après l'enlèvement de marchandises, mais ils s'étendent également à toute opération financière du commerce extérieur et de change en vue de s'assurer de l'exactitude, de l'authenticité des déclarations liquidées et des opérations douanières, ainsi que du respect de toute réglementation que l'administration des douanes est chargée d'appliquer. Elle s'opère par des vérifications portant notamment sur les livres, registres, systèmes comptables, données bancaires, commerciales et financières pertinentes détenues par la personne, l'entreprise directement ou indirectement concernée par la transaction internationale. Comment se déroulent ces contrôles a posteriori? Il y a d'abord la détermination du lieu et de la période d'exécution du contrôle. S'agissant du lieu, les contrôles a posteriori s'exercent en principe au siège de la société concernée ou au lieu de son principal établissement. Mais ils peuvent aussi être délocalisés, notamment dans les locaux des personnes physiques ou morales liées, de près ou de loin, aux contribuables soumis au contrôle ou en tout autre lieu accepté par les vérificateurs. S'agissant de la période de contrôle, pour noter que la durée d'une mission de contrôle a posteriori auprès d'une société ne peut excéder 3 mois, à compter de la date de signature du procès verbal d'ouverture d'enquête. Mais ce délai peut être prorogé une fois par une correspondance du DGD, directeur général des douanes, à l'entité contrôlée sur proposition du chef de mission lorsque les circonstances l'exigent. Par ailleurs, lorsque le contrôle n'a pu être clôturé dans les délais impartis en raison de pratiques dilatoires ou dirimantes imputables à la personne contrôlée ou à toute autre personne extérieure à l'administration, ce délai est prolongé dans les limites nécessaires à la clôture de l'investigation.
De même, les demandes de report de contrôle formulées par l'entité contrôlée et acceptées par l'administration ont pour effet d'interrompre la computation des dits délais. Notons également que comme pour le contrôle différé, les contrôles a posteriori ne peuvent porter que sur les exercices non prescrits. Je ne vais pas revenir sur la prescription de 3 ans ou celle trentenaire. Comment les contrôles a posteriori sont-ils planifiés? Quelle est la procédure? Tout d'abord, elle consiste au sein de la division en charge des enquêtes à exploiter les documents et informations en vue de déterminer les risques de fraude. Et cette analyse débouche sur la programmation en vue d'investigation sur place d'une liste d'entreprises qui présentent des risques de fraude ou de violation de la réglementation en vigueur. À l'issue de cette programmation, le directeur général des douanes signe et publie un plan périodique de contrôle qui indique la composition des équipes de contrôle, les objectifs poursuivis et les conditions de leur exécution. Ce plan de contrôle qui sert ensuite de base à la délivrance des ordres de mission spécifiques signés par le directeur général des douanes qui indiquent leur objet, leur nature et la durée des investigations au sein des entreprises. Une fois planifié, comment s'exécute le dit contrôle? Nous pouvons dire que l'exécution se fait en 2 étapes. Il y a tout d'abord l'information préalable du contribuable. Cette information s'opère par l'adresse d'un avis de passage de l'administration des douanes aux entreprises obtenues dans le plan périodique de contrôle par le chef de division en charge des enquêtes. Cet avis indique la date d'arrivée de l'équipe de vérificateurs, sa composition, sa durée, la période de couverte et les dispositions à prendre pour son déroulement harmonieux, notamment l'espace de travail, les documents et informations à produire et la précision du droit de se faire assister par un expert douanier de son choix. Dès réception de l'avis de passage, le contrôlé dispose de 8 jours pour solliciter formellement un report en cas d'empêchement objectif auprès du chef de division des enquêtes, et la date de report ne saurait excéder 15 jours à compter de la date initialement programmée. Dans tout état de cause, le contrôlé ne peut solliciter plus de 2 fois le report du début d'un contrôle sous peine de basculer tout simplement dans le dilatoire. La deuxième étape concerne l'exécution des travaux sur place en entreprise. Après l'avis de passage, après que l'avis de passage ait été notifié, l'équipe de contrôle procède à la descente sur place le jour indiqué et procède à l'ouverture du contrôle par un procès verbal d'ouverture d'enquête qui doit mentionner les noms des responsables de l'entreprise rencontrés et l'expert en douane mandaté le cas échéant, ainsi que la date du début effectif des travaux du contrôle, la liste des documents attendus. Le jour dit, les vérificateurs installés dans les bureaux aménagés pour le contrôle reçoivent contre décharge l'ensemble des documents produits par l'entreprise. En cas de non-production de certains documents, le chef de mission met en demeure le contrôlé d'avoir à les communiquer dans un délai maximum de 8 jours. Par ailleurs, les responsables des sociétés contrôlées sont tenus d'assister aux travaux de la mission de contrôle. Ils peuvent se faire assister lors des 10 travaux par un expert en douane agréé de leur choix. Lors du déroulement des travaux, les constatations provisoires, observations et autres recommandations de la mission doivent faire l'objet de procès-verbaux intermédiaires ou de lettres d'observation dûment enregistrées, adressées aux agents et responsables des entités contrôlées, et doivent mentionner clairement les manquements relevés ainsi que la mention du droit
de se faire représenter par un expert douanier de son choix. Parallèlement, les responsables des organismes contrôlés sont tenus de répondre point par point aux diverses constatations contenues dans les procès-verbaux intermédiaires et disposent pour ce faire d'un délai de 8 jours francs pour présenter à l'équipe de contrôle par correspondance des sans traces écrites les arguments et preuves qu'elles entendent proposer sur chaque infraction ou manquement relevé dans les 10 procès-verbaux intermédiaires. La carence est constatée en cas de silence après épuisement de ce délai de 8 jours. Dès réception de la réponse de l'entreprise contrôlée, les vérificateurs s'accordent avec celle-ci pour la tenue d'une ultime séance de travail contradictoire qui donne lieu à la rédaction d'un relevé de conclusion signé des parties ou de leur mandataire, le cas échéant. La troisième phase, comme pour les contrôles différés, c'est la clôture. Elle consiste à tirer l'ensemble des conclusions du contrôle effectué sur place en fonction de la nature des constatations. Ainsi, deux cas de figure se présentent à nous. Le premier cas de figure, c'est lorsque le contrôle ne donne pas lieu à la constatation d'une infraction. À ce niveau, un procès-verbal de constat est immédiatement rédigé et signé des parties. Après son enregistrement, une copie est notifiée par le directeur général des douanes à l'entreprise contrôlée. Le deuxième cas de figure, c'est lorsque le contrôle donne lieu à la constatation d'infraction. À ce niveau, les vérificateurs procèdent au lieu du contrôle ou dans leur bureau à la rédaction d'un procès-verbal de constat sur la base du relevé des conclusions de l'ultime séance de travail contradictoire en présence de la personne contrôlée ou de son mandataire qui doit être invité à y insérer ses dires et observations éventuelles, à le signer et à en recevoir copie. En cas de refus de signer le procès-verbal, ou si elle use de manœuvres en vue de ce résultat, les vérificateurs constatent ce refus et mettent en demeure par écrit la personne contrôlée de le faire dans un délai de 8 jours. Passé ce délai, le procès-verbal est enregistré et les contraintes prévues par le Code des douanes et les lois et règlements en vigueur sont mises en branle. Une fois enregistré par la division des enquêtes, le procès-verbal est notifié à la société contrôlée par le directeur général des douanes. Quel que soit le résultat du contrôle, les vérificateurs sont tenus de rédiger un rapport général d'enquête qui indique les manquements relevés, les forces et faiblesses de l'entreprise sur le plan douanier, une copie du rapport qui doit être communiquée à la structure douanière de gestion des risques, à l'entité contrôlée dans un délai de 15 jours, suivant la date de clôture des enquêtes, pour lui permettre d'opérer des ajustements rendus nécessaires par les constats de contrôle douanier. Il y a également des pouvoirs et obligations qui sont reconnus concomitamment aux membres des missions de contrôle douanier et de contrôle douanier a posteriori et aux membres des contrôles douaniers différés. Nous allons commencer par décliner ces pouvoirs. Les membres des missions de contrôle douanier disposent de tous les pouvoirs d'investigation prévus par le Code des douanes. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Les tests d'application ainsi que d'autres lois et règlements en vigueur et juste d'une totale indépendance vis-à-vis des organismes contrôlés. Ainsi, l'article 7e, alinéa 3, déroule toute une kyrielle de prérogatives exorbitantes, droits communs et pouvoirs qui leur sont reconnus, notamment le droit de communication particulier de tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission, y compris la documentation relative au prix des transferts, le droit de visite par l'accès aux immeubles locaux et autres propriétés ayant un lien avec l'entité contrôlée, le droit d'accéder de plein droit aux fichiers économiques, financiers et comptables d'entreprises soumises au contrôle et à toutes les données numériques nécessaires à l'accomplissement de leur mission, le droit de se faire présenter l'ensemble du courrier et des correspondances de l'entreprise
sans qu'il ne leur soit opposé la confidentialité de secrets bancaires ou de secrets professionnels. Le droit de saisir en tant que de besoin et sur la base d'un procès verbal des documents propres à la manifestation de la preuve. Le droit de prélever des échantillons en vue des analyses scientifiques ou techniques en tant que de besoin, et même le droit de requérir en cas de besoin à la force publique. Pour ne citer que ces exemples. S'agissant des obligations, les agents de contrôle sont tenus au strict respect de la déontologie en matière de contrôle douanier, en conformité avec les obligations légales de leur serment. À cet effet, ils doivent, à l'occasion des contrôles douaniers différés ou a posteriori, faire preuve de courtoisie, de probité, de rigueur, de discrétion et de professionnalisme. Et à cet égard, ils sont tenus aux obligations de réserve et du respect du secret professionnel. Ils sont tenus également d'exécuter leurs vérifications dans des conditions qui garantissent le fonctionnement régulier des structures contrôlées, d'éviter toute immixtion dans la gestion courante de l'organisme contrôlé, d'informer la hiérarchie de toute situation susceptible de l'empêcher de s'acquitter de la mission en toute objectivité, de faire toutes les diligences nécessaires pour finir la mission dans les délais impartis. En conséquence, tout membre d'une mission de contrôle douanier qui se rend coupable de manquement grave aux règles de déontologie, aux obligations légales et du serment dans l'exécution de sa mission peut être traduit devant des instances disciplinaires compétentes sans préjudice de toute autre mesure jugée opportune. Toujours dans le cadre des contrôles, si les agents de douane ont des droits et obligations, il s'agit également de protéger la partie contrôlée. Ainsi, les droits et obligations des contrôlés, qui sont en principe les corollaires et les pendants des droits et obligations des agents de douane. On peut dire qu'à chaque obligation d'un agent de contrôle correspond un droit. Correspond un droit pour l'agent pour la société contrôlée. Et à chaque droit d'un agent de contrôle correspond des obligations à la charge des organismes contrôlés. S'agissant des droits, outre les garanties générales prévues par le Code des douanes ou par des tests particuliers, les contribuables sous contrôle ont le droit d'être informés relativement au contrôle. Donc, on ne peut pas déboucher dans leur bureau comme ça, on ne peut pas déboucher à leur bureau comme ça sans les avoir prévenus. C'est pourquoi nous avons évoqué tout à l'heure l'avis de passage. Ils ont également le droit au respect du contradictoire à toutes les étapes de la procédure de contrôle, et le droit d'émettre et d'insérer leurs réserves dans les actes de constatation rédigés par les agents verbalisateurs, le droit d'être assisté par un expert en douane agréé de leur choix, le droit au respect des règles de fonctionnement de leur entreprise et le droit à l'exercice des voies de recours, pour ne citer que cela. S'agissant des obligations, on peut noter l'obligation de fournir un cadre de travail adéquat et décent aux contrôleurs, l'obligation de courtoisie, l'obligation de fournir des documents et informations relatifs à l'entreprise sollicitée par les équipes de contrôle, le devoir de répondre aux demandes et observations formulées par les contrôleurs. Devant ce panel de droits et obligations, il y a des interdictions générales qui sont imposées relativement au contrôle douanier après enlèvement de marchandises. Ainsi sont et demeurent interdites, sauf disposition expresse de la loi ou autorisation spéciale du ministre en charge des Finances
ou du directeur général des douanes, le cas échéant, la superposition des contrôles auprès d'un même contribuable. Également, la programmation de plus d'un contrôle a posteriori au sein d'une entreprise sur le même objet au cours de la même année. Également, la reprise d'un contrôle pour une période ayant été soumise à une vérification antérieure sanctionnée par un procès-verbal régulier, sauf en cas de constatation d'éléments nouveaux datant de moins de 3 ans, dissimulés par la personne contrôlée lors du contrôle. Voilà dit, grosso modo, ce qui concerne l'économie des contrôles douaniers après enlèvement de marchandises. La bonne gouvernance douanière exige également à l'administration des douanes de reconnaître des droits ou des voies de recours aux usagers contre les constatations de l'administration des douanes. Et l'exercice des voies de recours, l'économie de cette voie de recours est résumée dans l'article 8e de la loi de finances 2021 qui fixe les conditions d'exercice des recours en douane dans une première partie et délimite les attributions des instances compétentes dans une deuxième partie. S'agissant des conditions d'introduction des recours en douane, il est important de préciser que pour être recevable, les recours formulés contre les constatations des procès-verbaux de douane doivent remplir certaines conditions, notamment, premièrement, sous peine de forclusion, le recours doit être adressé directement au directeur général des douanes dans un délai de 30 jours francs à compter de la date de notification du procès-verbal querellé. Deuxièmement, le procès-verbal doit avoir été signé avec des réserves explicites sur les différentes constatations du service. Par conséquent, tout recours contre un procès-verbal non signé du requérant ou déposé au-delà du délai de 30 jours francs est irrecevable. Troisièmement, le recours doit reprendre de façon distincte les différentes constatations contenues dans le procès-verbal et leur opposer point par point les arguments ou preuves contraires. Quatrièmement, le recours doit être accompagné d'une soumission contentieuse dont le montant correspond soit à la totalité des droits et taxes contestés. C'est le cas des constatations des unités de première ligne pour les contrôles différés, soit de 20% du montant des droits et taxes éludés contestés ou de 20% de l'amende fixée pour les infractions n'ayant pas de poids des taxes éludées. Dans le cas des contrôles a posteriori, qui concernent souvent les gros montants. Dernière condition, une copie du recours et de la soumission contentieuse doivent être déposées en même temps au service verbalisateur qui est de la structuration des instances de recours. Lorsqu'il conteste les constatations des services de contrôle, des services douaniers en charge de contrôle, le contribuable peut tout d'abord recourir en première instance au directeur général des douanes. Ainsi, conformément aux dispositions du Code des douanes, notamment dans son article 358 nouveau, et la décision numéro 35-UAC-010A-CM-34 du 18 décembre 2019 fixant les modalités d'exercice du droit de recours, de création, de fonctionnement des commissions indépendantes, les règlements des litiges douaniers, tous les recours contre des procès-verbaux dressés par les services des douanes
qu'ils soient de première ligne, différés ou a posteriori, sont adressés au directeur général des douanes qui dispose d'un délai de 30 jours pour se prononcer dès réception du recours. Son silence valant décision implicite ou bien décision tacite de rejet, ouvrant la voie à la saisine de la commission d'arbitrage. Ce qui veut dire que la deuxième instance de recours est constituée par la commission d'arbitrage des litiges douaniers. Ainsi, en cas de rejet express ou tacite du DGD, la personne qui conteste un procès verbal des douanes peut, sous peine de forclusion, introduire un nouveau recours auprès de cette commission dans un délai de 30 jours, dans les mêmes conditions que le recours porté devant le directeur général des douanes. Cette commission est présidée par un responsable désigné par le ministre des Finances. L'organisation de fonctionnement de cette commission indépendante de règlement des litiges douaniers sont fixées par les textes spécifiques. C'est cette commission d'arbitrage qui remplace l'ancien comité d'appel. La troisième instance de recours contre les constatations des services de contrôle douanier se situe au niveau du Conseil des ministres de l'Union économique des États de l'Afrique centrale, UEAC. Ainsi, lorsqu'un redevable conteste une décision de la commission d'arbitrage, les litiges douaniers disposent d'un délai de 30 jours francs à compter la notification de la décision pour saisir cette instance communautaire. Cette saisine ne donne pas lieu à une nouvelle soumission contentieuse et n'a pas d'effet suspensif. Dès lors, l'administration peut procéder au recouvrement des créances dues subséquemment à la décision de la commission susvisée. Et si la décision du Conseil ne satisfait pas le requérant, celui-ci dispose d'un délai de 30 jours pour mieux se pourvoir. Last and least, les autorités judiciaires constituent l'ultime instance de recours. Et sans préjudice des dispositions du Code des douanes, le contribuable ne peut se prévaloir devant les instances judiciaires que si toutes les voies de recours ci-dessus énumérées n'ont pas abouti, c'est-à-dire la saisine du directeur général des douanes, la saisine de la commission indépendante, la saisine du Conseil des ministres de l'UEAC. C'est lorsque la procédure n'a pas abouti au sein de l'une de ces instances que le contribuable peut saisir les instances judiciaires. Et l'introduction d'un recours devant les instances judiciaires n'est pas suspensive de l'exécution de la décision du Conseil des ministres de l'UEAC contestée. S'agissant du troisième grand point de notre exposé, elle concerne la procédure d'annulation d'une déclaration en douane déjà validée. Il convient de préciser d'entrée de jeu que ce texte vient combler le vide juridique qui prévalait sur la question. Si naguère, le principe de l'intangibilité de la déclaration en détail a été posé comme principe, hier encore, la modification d'une déclaration était permise et prévue par le Code des douanes de la CEMAC, mais l'annulation d'une déclaration n'était pas prévue. Donc, la loi de finances 2021 vient combler ce vide. Ainsi, le législateur offre désormais la possibilité à l'importateur ou à son commissionnaire en douane agréé de solliciter l'annulation d'une déclaration en douane lorsque la modification de celle-ci n'est pas possible. Donc, la première condition pour que l'annulation soit actée, il faut que une modification n'ait pas été possible. L'autorisation d'annulation est accordée par le chef de secteur compétent sur la base d'un procès verbal de constat et dans l'un des cas suivants. Il y a 4 cas. Le premier cas concerne
la demande relative au changement d'un régime douanier ou lorsqu'il est levé par erreur deux déclarations en douane pour la même marchandise. Le deuxième cas, c'est lorsque les services de douane sont assurés que par suite de circonstances particulières, le placement des marchandises sous le régime initialement choisi ne se justifie pas ou plus. C'est le cas notamment récemment, lorsque la Centrafrique a fermé ses frontières, beaucoup d'importateurs ont dû changer la destination de leurs marchandises en transit pour les mettre à la consommation au Cameroun. Pour ce faire, il fallait annuler les précédentes déclarations du transit. Le troisième cas d'ouverture à l'annulation concerne le cas où les services de douane sont assurés que les marchandises seront placées immédiatement sous un autre régime douanier. Et enfin, lorsque la demande d'annulation n'est pas concomitante à un contrôle en cours, à une visite physique annoncée ou à un prélèvement d'échantillons de marchandises, l'annulation est possible. Non. Et l'annulation, la demande d'annulation ne peut être acceptée avant la clôture du contrôle, la vérification en cours ou avant que la visite physique ou le prélèvement n'ait eu lieu. Donc, il ne s'agit pas d'un échappatoire. Donc, quand un usager se sent coincé par une action contentieuse, il recourt au service pour faire annuler sa déclaration. Par ailleurs, la demande d'annulation de la déclaration ne peut être formulée que dans un délai de 15 jours après la vérification de la déclaration initiale. Et de même, elle ne peut être autorisée après main levée ou enlèvement de marchandises. Le dernier point que nous allons évoquer ici concerne la mise en œuvre dans un libre-échange continental. Nous n'avons pas jugé utile de trop nous appesantir dessus parce que nous avons estimé que c'est un point qui pouvait faire l'objet d'un webinaire séparé. Néanmoins, nous pouvons préciser qu'elle est consacrée par l'article 12e de la loi des finances 2021 qui fixe au 1er janvier 2021 son entrée en vigueur du tarif préférentiel de cette zone. L'accord portant création de la 10 zone a été conclu à Kigali au Rwanda le 21 mars 2018 et ratifié par le Cameroun le 31 octobre 2019. Il induit un processus qui mène à l'élimination progressive de barrières tarifaires et non tarifaires aux échanges de produits originaires des pays de la zone. L'économie de cette mise en œuvre peut être consultée dans la circulaire numéro 016 MEFI-DGD du 18 janvier 2021 précisant les modalités d'application des dispositions douanières de la loi numéro 2020-018 du 17 décembre portant loi des finances de la République du Cameroun pour les exercices 2020. Voilà, chers webinaires, je ne sais pas comment on appelle webinaristes, la quintessence de la substance de ce que j'avais à dire aujourd'hui.